Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'un format particulier, la présentation détaillée des entreprises du portefeuille. L'entreprise que je vais vous présenter va vous permettre de récupérer votre argent et même prendre celui des autres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise qui prend l'argent de tous les Français. S'ils lui apportent cet argent volontairement, pas question de parler de vol, beaucoup de Français ne savent pas qu'ils le lui donnent. Cette entreprise est omniprésente dans votre maison, dans votre salle de bain et dans votre frigo. Elle représente près de 15% de la consommation totale des ménages français en grande surface, selon mes calculs. 31,5% de la consommation de glace, 21,3% des lessives, 20% des produits hygiéniques. Dès que vous allez faire vos courses, vous mettez sans doute des produits de cette entreprise dans votre panier. Et si vous l'avez dans votre portefeuille, ce qui est mon cas, vous récupérez en fait indirectement l'argent des Français. Je vous parle évidemment du conglomérat de Unilever. C'est la première entreprise du portefeuille que je vous présente dans cette vidéo et je vais vous y justifier sa présence dans le portefeuille Quiet Well. Car je pense que c'est une entreprise qui est parfaite si vous cherchez de la stabilité et un potentiel de croissance du cours de bourse à moyen terme. Je vise à titre personnel jusqu'à plus 65% sur le cours de bourse dans les prochaines années. Je vais y revenir plus tard en détail. Alors, Unilever, je la connais bien, parce que j'ai fait plusieurs expertises financières dessus quand j'étais consultant. Le cabinet dans lequel je travaillais avait Unilever comme grand client régulier et j'ai pu voir en détail cette entreprise, beaucoup plus en détail que si j'avais uniquement analysé les rapports qu'elle mettait à disposition des investisseurs. Je précise d'ailleurs ici que je ne vais pas révéler d'informations confidentielles sur Unilever, je vais juste vous fournir mon ressenti pour une personne qui l'a bien analysé. Je l'ai choisie car elle est typiquement le genre d'entreprise que je cherche. C'est une entreprise indispensable aux gens qui lui achètent toutes sortes de produits, des aliments, des glaces, de la lessive, des produits d'hygiène, bref, c'est un véritable conglomérat des achats du quotidien des Français. Et vous en avez forcément acheté, puisque vous pouvez voir les marques ici. Elles répondent donc en fait aux besoins basiques d'un être humain, sauf pour les glaces, la gourmandise. Et pourtant, et pourtant, elle est boudée par le marché. Là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'évolution du cours de bourse depuis 10 ans. Et ce qu'on remarque, c'est que Unilever a significativement sous-performé son principal rival qui est Procter& Gamble. Je précise que Procter& Gamble est également dans mon portefeuille, je la présenterai dans une autre vidéo. Les facteurs qui expliquent ça, c'est que Unilever a une croissance plus faible du chiffre d'affaires sur les 10 ans que Procter& Gamble. Elle a également des marges qui sont moindres. On verra plus tard en détail le niveau des marges d'Unilever, mais Procter& Gamble a des marges quasiment 2 fois plus élevées que Unilever. Ça s'explique pour des raisons très simples. Unilever s'est historiquement positionné sur des produits à faible marge, comme les margarines ou les savons, quand Procter& Gamble était sur des marges plus premium, c'est-à-dire avec des produits dont les marges peuvent être plus facilement augmentées. Mais ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'Unilever, selon moi, peut rattraper très facilement Procter& Gamble, donc d'où l'idée de faire plus 60% encore de croissance à terme. Est-ce que la vraie force d'Unilever, c'est pas son catalogue de marques, qui est quand même pas mal, on parle de plus de 40 marques, dont une dizaine qui sont mondialement connues. C'est pas sa force. Et pour ça, je vais vous citer une anecdote que j'ai eue quand j'étais consultant. Je faisais des entretiens donc avec les directions de Unilever France et un haut cadre de Unilever m'a sorti cette phrase: «Vous savez monsieur, on ne fait pas des condiments, on ne fait pas des glaces, on ne fait pas non plus des produits de lessive ou des produits d'hygiène». J'ai répondu: «Mais» alors j'ai pensé: «Il est con, c'est littéralement ce qu'il fait, c'est littéralement ce que son groupe commercialise». Il m'a dit: «Oui, mais vous savez, c'est pas important parce que si on doit faire des produits pour des pingouins, on le fera». Et c'est là que j'ai compris. La force d'Unilever, c'est pas d'avoir une image forte sur certaines marques. La force d'Unilever, c'est de prendre des produits et de les amener top niveau. Et pour vous, vous voyez bien, je vous ai mis ici 2 graphiques en camembert qui représentent c'est le chiffre d'affaires d'Unilever par segment d'activité. En 1990, Unilever, c'était pour moitié des produits de consommation alimentaire. 43% de la nourriture, 16% des glaces. Le personal care, donc des produits qui sont plus facilement premiumisables, ne représentaient que 15%. Et nous voici en 2024. Les produits de bien-être et aussi des produits de beauté, ils font cette séparation
en interne, mais fondamentalement, c'est les mêmes produits, hein, produits de beauté ou produits d'entretien, bien-être, c'est la même grande famille. Ces produits représentent presque 50 de chiffre d'affaires. Le home care, lui, a un peu baissé, mais c'est surtout la nourriture qui a baissé. Unilever a radicalement transformé son portefeuille pour augmenter ses marges. Et c'est ce qui, je pense, va continuer dans les prochaines années. Je vais vous le montrer ici. Les acquisitions et cessions des 5 dernières années correspondent à la lettre à la stratégie qu'Unilever a définie en 2017-2018 de premiumiser son portefeuille de marques. L'idée est donc d'acquérir des marques comme ce qu'on appelle le Smarty Pants, Paula's Choice qui est une marque de beauté, K18 qui sont des soins capillaires, et d'acquérir également des soins pour la peau ou des suppléments. C'est des types de nutriments et que vous pouvez vendre plus cher parce que, c'est entre guillemets «de la qualité». Vous pouvez faire beaucoup plus de marge que sur de la nourriture classique. Et de l'autre côté, on va voir en 2025, qui va être complété en 2025, c'est la séparation des activités glace de Unilever dans l'optique de les vendre. Je vais revenir en détail dessus juste après, mais vous voyez donc que la transformation du portefeuille est en route vers des produits plus premiumisables sur lesquels vous avez des marges opérationnelles plus grandes. Et le but, c'est de faire comme Procter& Gamble. C'est pourquoi je pense que Unilever va petit à petit être mieux considérée par les investisseurs parce que elle aura réussi sa transformation. Ce n'est que mon avis, hein, évidemment, cette transformation peut très bien, ralentir, voire même échouer. Mais moi, je pense que ça va fonctionner. Donc pour, vous dire comment Unilever compte rester au top, de ce que j'ai compris de leur stratégie, c'est donc, comme je vous dis, d'augmenter les ventes premium dans les pays développés, d'augmenter les ventes en volume dans les pays en développement, mais aussi de vendre les marques qui sous-performent. Et ça s'est déjà fait 2 fois. Il y a eu en 2023 une session qui s'est appelée Elida Beauty, où ils ont vendu certaines marques de beauty and well-being et de personal care qui avaient des marges mauvaises. Quand je dis marge, ce que vous voyez ici, l'avant-dernière colonne, UOM, ce qui veut dire Underlying Operating Margin, donc la marge opérationnelle organique. Ces entreprises qu'ils ont vendues avaient une mauvaise marge et avaient une mauvaise croissance. Et là, ce qu'on voit en 2025, rebelote, ils se séparent d'entreprises dont l'UOM est mauvaise, les glaces. Vous voyez clairement que la marge opérationnelle sur les glaces est très très faible. Elle est de l'ordre de 11,8% en 2024. Quand vous êtes au double, vous êtes quasiment au double sur le personal care. Mais en tout cas, là, ils se séparent de l'ice cream qui est vraiment très bas en fait. En ce qui concerne ces chiffres clés, Unilever est donc une entreprise qui, selon les critères du portefeuille Quiet Wealth, en coche 4 sur 6, ce qui est pas mal. Ses marges ne sont pas fortes. Par exemple, la marge nette est aux alentours de 10-12%. Il faut savoir que sur Procter& Gamble, on est sur quelque chose comme 20-25%. C'est pas une entreprise qui a des marges fortes par rapport à ses concurrents. Ces marges non plus ne sont pas en croissance visible depuis 5 ans. Et des fois, elles montent, des fois, elles baissent. Elles restent stables, ce qui est une bonne chose, mais elles l'augmentent. Le dividende est plutôt élevé. On parle de l'ordre de 3-3,5%, ce qui est plutôt élevé par rapport à ses concurrents. Le dividende est lui-même en croissance depuis 5 ans. Il n'a été interrompu qu'une seule fois, je crois, en 2021 ou 2022. Mais sinon, il est tendanciellement en croissance, ce qui est plutôt bon signe pour un investisseur qui veut récupérer du cash. Elle est financièrement saine. Et là, vous pouvez le voir ici, sa dette sur EBITDA est maîtrisée. On est aux alentours d'un ratio de 2. C'est-à-dire que son profit peut payer 2 fois sa dette nette. C'est plutôt pas mal. On commence à parler d'entreprises surendettées quand le ratio dette nette sur EBITDA dépasse les 4 ou 5. Il y a un deuxième ratio que je prends en compte qui pour moi est aussi très important, c'est l'EBIT sur les charges d'intérêt. Donc l'EBIT, c'est ce qu'en anglais Earnings Before Interest and Taxes. Donc c'est le profit avant les intérêts financiers et les taxes. En clair, c'est l'équivalent de la performance opérationnelle. Eh bien, vous voyez qu'Unilever a de quoi payer 10 fois les charges des intérêts de la dette. Concrètement, Unilever génère 10 fois plus que ce qu'elle doit payer pour rouler sa dette. Elle paye des intérêts chaque année sur sa dette, c'est normal, hein, elle la roule, et son profit est 10 fois supérieur, ce qui est un niveau tout à fait acceptable. Il a quand même bien baissé depuis 3 ans, mais on est encore dans une zone acceptable. Pour moi, ça deviendra inquiétant quand on tombera sous les 6 ou 7, parce que là, ça veut dire que vous avez près de
près d'un sixième des profits qui sont absorbés par le remboursement de la dette, ce qui peut être problématique. Et enfin, elle coche la case de ce que j'appelle présence d'un moat, donc présence d'un avantage concurrentiel sur le marché. Ces marques sont très populaires. Pour vous donner une idée à quel point elles sont populaires, en 2022-2023, il y a eu un énorme clash entre Unilever et certains grands distributeurs comme Leclerc ou Carrefour. Et bien Unilever a coupé ses approvisionnements pendant plusieurs mois auprès de Leclerc. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc s'en était plaint en personne sur les plateaux de télévision qu'Unilever lui faisait du chantage aux produits. Eh bien, Leclerc a cédé. Pourquoi? Parce que les marques d'Unilever sont tellement importantes aux yeux de beaucoup de Français que si elles ne sont pas dans le magasin, et si vous enlevez les produits d'Unilever d'un magasin, vous enlevez entre 10 et 15 des produits de tous les rayons. Eh bien, Unilever a donc un moat. Ça se confirme, Unilever a un moat. Elle a un avantage concurrentiel qui est très difficilement délogeable, même si elle est en concurrence, hein, elle a des concurrents. Mais ses concurrents peuvent difficilement la battre sur ces marchés. C'est pour ça que j'estime qu'elle a un moat. Donc ça nous donne une note de 4 sur 6 pour les critères Quiet Wealth. Elle est donc tout à fait correcte avec ce que j'attends. Maintenant, ce que j'attends d'elle pour qu'elle reste dans le portefeuille Quiet Wealth, c'est qu'elle continue de premiumiser son catalogue, d'augmenter son dividende d'au moins 3 à 4 par an. Et ça, c'est un red flag pour moi. Elle ne doit pas vendre des marques rentables. Typiquement, elle vend les glaces, mais les glaces ne sont pas si rentables que ça. Si un jour elle commence à vendre des marques rentables, donc là, ce sera un choix stratégique mauvais, alors pour moi, ce sera un signe qu'il faudrait la vendre. Parce que ça veut dire qu'elle aurait perdu quelque part sa boussole qui lui permet d'être une belle entreprise, qui est d'avoir des marques fortes. Voilà, c'était la présentation de cette première entreprise. Et je vous dis à dans quelques jours pour le point bimensuel du portefeuille Quiet Wealth.